Fermez les yeux et imaginez le vendeur parfait. Pensez à Steve Jobs, qui a vendu des millions de produits sur scène. Ou imaginez-vous le loup de Wall Street soutirant de l'argent aux gens juste avec un téléphone. Si l'on liste les plus grands vendeurs du monde des affaires modernes, il serait injuste d'oublier Estée Lauder, fondatrice d'une des plus grandes entreprises de beauté. Alors que le conglomérat qui porte son nom a généré plus de 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, tout a commencé avec Estée Lauder entrant dans des salons de coiffure et des magasins, faisant la démonstration de son produit et relançant sans relâche. Aujourd'hui, son conglomérat détient des marques comme Clinique et The Ordinary dans son portefeuille, et l'entreprise continue de faire vivre la passion et la vision de sa fondatrice éponyme. Cette détermination a fait d'Estée Lauder la deuxième plus grande entreprise de cosmétiques au monde. Mais tout a commencé dans la cuisine même de la fondatrice, où Lauder a développé sa philosophie selon laquelle chaque femme pouvait être belle. C'était la devise de Lauder, et elle en convainquait ses clientes chaque fois qu'elle vendait l'un de ses produits. Lauder est née Joséphine Esther Menzer à l'été 1908 de parents, immigrés juifs hongrois, Rose Schatz et Max Menzer. Bien qu'elle soit née sous le nom de Joséphine, elle utilisait Estée comme surnom d'enfance, et c'est ce nom qui est resté lorsqu'il a fallu s'imposer dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle a compris le monde des affaires en travaillant à la quincaillerie familiale, et a développé ses techniques de vente en observant son père. À la fin du lycée, elle maîtrisait déjà la vente, mais la quincaillerie n'était pas sa passion. Ce n'est que lorsque son oncle, le docteur John Schatz, est venu vivre avec la famille qu'Estée a découvert sa véritable vocation. Le docteur Schutz était chimiste et il a appris à Lauder comment fabriquer des parfums, des lotions, des crèmes et du rouge dans sa propre cuisine. Rapidement, Lauder a vendu ses produits de soins dans des clubs de plage, salons et instituts de beauté. Après avoir promu ses produits avec diligence, Lauder a été approché par Florence Morris, une propriétaire de salon fascinée par la peau parfaite de Lauder. Elle a proposé à Lauder d'installer un comptoir dans son salon pour présenter ses produits aux clientes, un lieu idéal pour vendre. Les clientes venaient déjà pour se faire coiffer, et pendant qu'elles étaient coincées sous les sèches-cheveux, Lauder avait un public captif à qui proposer d'améliorer leur peau. Lauder a démontré qu'il existait une vraie demande pour ses produits et qu'ils donnaient en satisfaction. Avec le vent en poupe, elle a visé encore plus haut. Elle a jeté son dévolu sur l'un des fleurons du commerce de détail américain, Saks Fifth Avenue. Et en 1947, elle a obtenu sa première commande pour une valeur de 800 $ de produits. Lorsque ces produits ont fait leur début, ils ont été épuisés presque immédiatement. Saks a passé une nouvelle commande, ouvrant à Lauder la possibilité de viser plus haut. Alors, elle a lancé son premier parfum, Youth Dew. Lorsqu'il a été lancé en 1953, Lauder a changé à jamais la façon dont l'industrie du parfum fonctionnait. Vous voyez, normalement, le parfum était réservé uniquement aux occasions spéciales. Les femmes attendaient que leur mari leur achète du parfum pour leurs anniversaires et leurs anniversaires de mariage. Et il était rare que le parfum soit porté au quotidien. Lorsque Lauder a lancé Youth Dew, elle l'a présenté comme une huile de bain, plutôt que comme un parfum. Cela a intégré le parfum dans la routine quotidienne des femmes. Cela a également supprimé le statut exclusif du parfum et a permis à chaque femme de pouvoir l'utiliser. La première année de sa sortie, Youth Dew s'est vendu à 50 000 flacons. En 1984, il s'était vendu à 150 millions de flacons. À mesure que son entreprise grandissait, la méthode de vente d'Estée Lauder, fondée sur un service personnalisé, est restée la pierre angulaire pour établir une clientèle fidèle à vie. Le service personnalisé signifiait montrer les résultats du produit sur le visage du client et les expliquer en détail. Le processus impliquait de faire une démonstration du produit sur la peau du client, d'expliquer ses ingrédients et de montrer comment son usage régulier avait ravivé l'éclat de jeunesse d'Estée. Pour les clients, il s'agissait d'une éducation et d'un service qui créait un lien émotionnel entre l'utilisateur et l'entreprise. Ce n'était pas seulement l'efficacité des produits Lauder, mais aussi la façon dont elle les présentait qui rendait cela si réussi. Une autre partie de son processus de vente novateur était la pratique d'offrir des échantillons gratuits et des cadeaux avec chaque achat. Ce style de marketing, aujourd'hui courant, distinguait à l'origine Lauder de ses concurrents. À une époque peu favorable aux femmes entrepreneurs, Lauder travaillait sans relâche et cherchait toujours à attirer le public vers ses produits. Elle croyait fermement que si ses produits étaient suffisamment bons, les consommateurs en amèneraient d'autres. Elle pensait que pour créer un marché, il fallait télégraphier, téléphoner et en parler à une femme. Au sommet de sa réussite, on lui a demandé le secret de ses succès. Elle a révélé ce qui fait une femme d'affaires prospère.
Est-ce le talent? Peut-être, même si j'ai connu beaucoup de personnes très prospères sans dons exceptionnels ni talent particulier. Est-ce donc l'intelligence? Certes, elle aide, mais ce n'est pas forcément l'éducation ou le raisonnement académique requis pour un diplôme de la Wharton School of Business qui compte. Quel est alors cet ingrédient mystique? C'est la persévérance. C'est ce petit esprit particulier qui vous pousse à continuer justement quand vous êtes le plus fatigué. C'est cette qualité qui vous force à persévérer, à trouver le chemin autour du mur de pierre. C'est l'entêtement inébranlable qui vous empêche d'abandonner quand tous vous disent point de lâcher. Femme d'affaires, Lauder s'impliquait à chaque poste de l'entreprise. Elle comprenait qu'en plus de la vision et de la détermination, il fallait aussi savoir vendre. Elle est restée à un poste de direction chez Estée Lauder jusqu'en 1995 année où l'entreprise est entrée en bourse à New York. Étant donné que l'entreprise a été fondée en 1946, cela fait 49 ans que la société a été gérée et maintenue uniquement par Lauder et sa famille. Ses enfants et petits-enfants occupent encore des postes dans le conglomérat. En 2023, Estée Lauder possède plus de 20 marques différentes de beauté et de cosmétiques, dont certaines sont parmi les marques les plus connues du secteur, comme MAC ou Jo Malone. La diversité du portefeuille permet à l'entreprise de maintenir une croissance constante et de nourrir la passion pour son produit. Avec quelques tactiques simples mais intemporelles, Estée Lauder a transformé son surnom d'enfance en le géant de la beauté que nous connaissons aujourd'hui.